On va accueillir maintenant quelqu'un pour un petit quart d'heure de talk. C'est Alexandre Cadin. Alexandre se prépare, Il se chauffe, se chauffe. parce qu'il a la pression après Stéphane. Et il revient tout de suite. À tout à l'heure, à tout de suite. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure présentation pour anticiper ce que je vais vous raconter. Donc, je crois en fait que l'homme est grand comme ses rêves, mais que nous ne rêvons plus assez haut, en fait. Parce que quelque part, la fiction, l'art notamment, nous permet d'anticiper et aussi d'imaginer d'autres réalités qu'on voudrait construire plus tard. Et c'est quelque chose que l'on sait depuis bien longtemps, et aussi évidemment depuis Jules Verne. Alors on sait, 1865, qu'en imaginant de la Terre à la Lune et ce départ sur une autre planète, il a pu préfigurer directement ce qui sera le discours de Kennedy un siècle plus tard, et la mission Apollo, pour directement donc nous envoyer sur la Lune. Et cette idée que quelque part la fiction peut anticiper, mais surtout préparer les mentalités à vouloir conquérir d'autres réalités, a pu nous emmener vers des inventions extraordinaires, ce qu'on a même pu qualifier de moonshot après le discours de Kennedy, à savoir viser la Lune. Ce qui se caractérise comme une innovation qui est du coup radicale et pas incrémentale. Chercher finalement à sortir des barrières que l'on a l'habitude d'observer au quotidien. Et puis cette habitude, on l'a prise avec un certain nombre d'immenses auteurs et artistes, notamment aussi avec Hugo Gernsback qui imagine, dans les années 1920, les Amazing Stories, qui sont en fait des textes de science-fiction qui vont aller inspirer directement les directeurs de laboratoires de recherche un peu partout dans le monde, qui vont essayer de lui prouver pourquoi est-ce que potentiellement il a tort. Essayer de prouver finalement que dans ces textes, dans ces images, il y a des choses qu'on pourrait essayer d'aller démontrer, des choses qu'on pourrait contredire. Chercher presque à sortir ces laboratoires de leurs quatre murs blancs. Et puis Hugo Gernsback, il est connu aussi pour avoir un peu anticipé la réalité virtuelle, des dizaines d'années plus tôt, en mettant cette espèce de télé directement sur son front. Et puis il y a d'autres images un peu extraordinaires comme ça qu'il faut garder en tête, et notamment l'inspiration qui a été à l'origine du téléphone portable. Alors, vous connaissez certainement Star Trek. Ici, vous avez le Captain Kirk, qui tient le communicateur, une espèce de device qui lui permet de communiquer avec son équipage un peu partout, à travers les planètes. Et en fait, en 1973, vous avez Martin Cooper qui bosse chez Motorola et qui est en charge à ce moment-là de faire une sorte de toute petite radio portable, une énième, pour le coup, incrémentale radio portable. Et avec son équipe, à la pause déjeuner, il tombe sur cet épisode de Star Trek et il décide de se concentrer là-dessus. Et 3 ans plus tard, il nous sort quelque chose d'un peu plus gros, mais qui a préfiguré là encore finalement ce qu'on a dans nos poches à peu près tous aujourd'hui. Alors on voit bien, il y a cette espèce d'accélération de la manière dont la fiction a pu pénétrer le réel et finalement nous inspirer à produire d'autres mondes et les habiter. Mais il s'est passé quelque chose d'assez étrange ces dernières années, c'est qu'on a l'impression que c'est peut-être allé presque trop vite, avec un exemple très simple qui est celui de Minority Report. Vous savez, c'est une fiction qui est imaginée par Philip K. Dick dans les années 1950 pour imaginer le monde d'un siècle plus tard, 2052. Et en fait, aujourd'hui, en 2018, on a l'impression que entre les voitures autonomes, les cellules de détection de crime, voire les interfaces homme-machine comme ça, qui ont été d'ailleurs accélérées pour le film de Steven Spielberg qui représentait directement cette fiction, quelque part tout existe déjà et que 2018, c'est un peu 2052. Comme si, finalement, la réalité avait dépassé la fiction. Ce qui est terrible,
comme si notre imaginaire d'un certain futur avait été directement dépassé et que du coup, on se retrouvait aujourd'hui, en 2018, à vivre 2052, c'est-à-dire à vivre au futur. Alors, ce qui peut paraître assez génial, d'un côté, ou un peu angoissant. Parce que la question qu'on a envie de se poser derrière, c'est génial, on vit dans le futur, mais du coup, il y a quoi après ? Le risque étant potentiellement, finalement, de rester un peu en se complaisant dans une société linéaire qui stagne, voire qui fait du surplace, et qu'on reste dans un imaginaire déjà daté, entouré un peu de techno-gadgets, qu'on se fascine plus pour des chatbots à droite à gauche que pour essayer de résoudre des grands défis de société qui sont en train pourtant d'émerger, et qu'on oublie peut-être de viser de très grands défis comme la téléportation en essayant au contraire de assembler des Segways, par exemple. Alors c'est dingue parce que quand on prend cette espèce d'analyse très simple qui consisterait à se dire qu'en vivant aujourd'hui au présent dans un futur un peu fixe, on a l'impression que l'on va toujours tout droit, mais sur un futur qui avance vers nous, donc on fait du surplace. Et quand on regarde même une innovation aussi extraordinaire qu'Hyperloop, on se rend compte que peut-être, on verra, mais on se rend compte, a priori, que l'accélération se fait pour aller toujours plus vite, toujours tout droit. Alors là, vous avez, vous savez, ce projet imaginé par Elon Musk d'un train qui irait à la vitesse du son et qui nous permettrait, dans des tubes sans air, de nous déplacer de ville en ville. Mais vous voyez, ces tubes sont évidemment opaques et quand on y réfléchit bien, cette technologie ne nous permettra pas évidemment de créer de nouvelles destinations, mais bien de concentrer le monde sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire de ne pas innover vraiment radicalement, mais de reproduire ce que l'on connaît. Et finalement, avec une des révolutions les plus extraordinaires de notre époque, avec le retour de l'intelligence artificielle, on a aussi l'impression que l'on a tendance à innover en miroir, vous savez, à créer des choses que l'on connaît déjà. Alors on fait des robots qui ont une tête, deux bras, deux jambes comme nous, alors que, comme dit Stuart Russell, un éminent chercheur en intelligence artificielle, il serait tellement plus efficace sans tête, avec plein de bras et plein de jambes. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est presque arrivé au bout d'une histoire et que maintenant on ne peut plus que recopier ce qui existe, accélérer l'existant. Alors, moi j'aime bien essayer aussi de nous rassurer un petit peu sur ces questions, parce qu'on nous entend beaucoup l'histoire d'une singularité approchante, qu'on va se rapprocher des machines, et que finalement nos intelligences sont en train potentiellement d'être concurrencées, voire que l'on converge avec celles des machines. Donc je veux juste ironiquement montrer qu'il y a des robots qui, de toute façon, sont beaucoup moins agiles que nos enfants, et aussi peut-être, et c'est là la clé, que potentiellement grâce à ces machines, nous convergeons plus parce que nous devenons beaucoup plus cons que grâce à leur propre intelligence. Donc là, vous avez des applications d'intelligence artificielle assez différentes, mais vous avez de ce côté de l'écran, du coup, quelqu'un qui simule une machine qui le simule pour gagner des points, ce qui est potentiellement une belle métaphore de notre époque. Et du coup, la question que je me suis posée très naïvement, c'est de se dire, OK, on nous dit partout qu'on est dans un environnement de rupture, que les technologies accélèrent et que l'on pourrait faire des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien ? Pourquoi est-ce qu'on s'étouffe de techno-gadgets et qu'on évite en fait, d'adresser les grands défis de notre époque ? Alors, on va profiter aussi d'être en France, à Paris, pour rappeler que Voltaire a lui-même inspiré l'oncle de Spider-Man en rappelant qu'à de grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités. Et du coup, que nous pourrions potentiellement entrer dans cette époque qui accélère si vite, dans une ère des moonshots, d'un moment où justement l'on pourrait tous produire des innovations de rupture et innover radicalement. Et cette responsabilité, très concrètement, je pense que c'est d'abord une responsabilité de notre imagination, un devoir presque d'imagination, qui consiste non plus à penser le réel, le futur comme étant linéaire et déterminé, à ne pas considérer que demain va être la suite logique d'aujourd'hui, mais au contraire à aller appréhender tous les futurs possibles, du pire, la pire dystopie qui pourrait nous attendre, au meilleur, l'utopie que l'on voudrait potentiellement, collectivement, aller choisir et définir, en sortant presque d'une espèce de temporalité à très court terme et en visant d'autres mondes. Et puis, collectivement, une fois qu'on aura imaginé ces futurs, il s'agira de voir comment on va augmenter notre présent de ces futurs en revenant. Très concrètement, rétrospectivement de ce que l'on a imaginé, en empêchant le pire d'arriver et en essayant, autant que faire se peut, de travailler par échelle à la réalisation de notre utopie. Alors un exemple de ça, très simple, c'est un travail qu'on mène en ce moment aux Nations Unies. Il y a une commission sur l'intelligence artificielle qui s'appelle AI for Good, où le propos est de voir comment l'intelligence artificielle peut participer
à la résolution des grands défis de société, vous savez, les 17 objectifs de développement durable. Et le propos a été d'abord d'imaginer les pires scénarios, les Doomsday Scenarios, à la Terminator, pour voir comment on allait pouvoir d'un côté réguler, et de l'autre côté, imaginer des projets qui allaient contrecarrer ces dystopies pour pouvoir viser justement des futurs meilleurs. Et je vous donne un exemple d'un projet qui, pour moi, montre bien ce potentiel de l'intelligence artificielle à aller chercher justement l'augmentation de notre intelligence plutôt que notre remplacement, à vraiment pouvoir nous accompagner à dessiner l'inconnu, c'est-à-dire aller dans des zones que l'on pensait inaccessibles à l'individu seul et collectivement. Voilà un exemple. Ah, non, c'était la vidéo. One of the big data sources for predicting revolts and revolutions is Twitter data. If you have governments like Brazil that are having tons of revolts and they know where they're going to happen, they can do large things to quash those revolts. At the same time, if you're a country that's trying to produce revolts to provide democracy, then it goes both ways. People have been doing quantitative forecasting for decades. They did during the Cold War, predicting whether Russia was about to send missiles over to the US. We're pretty good at understanding really simple trends that we have immediate data on. In Brazil and Venezuela, people could predict where and when, within a region of 3 to 7 days, future revolts are going to happen. Donc on a encore une fois une sorte d'écho à Minority Report, évidemment. Le projet, du coup, très simplement, vise, grâce à des données géolocalisées en direct de Twitter, à anticiper des zones de conflit potentielles pour que les Nations Unies puissent identifier les endroits où il y aurait des nécessités d'intervention plus rapides. Encore une fois, un projet qui ne peut là être pensé que grâce à cette augmentation de l'intelligence par l'intelligence artificielle, qui nous permet d'identifier des patterns, des règles que l'individu ne peut pas identifier à son échelle. Et cette opportunité de se penser justement des projets radicaux, projets moonshot si vous voulez bien, c'est quelque chose qui a obsédé la Fondation X-Prize que j'ai la chance de représenter ici depuis maintenant plus de 20 ans. À l'origine de cette fondation, vous avez Peter Diamandis qui a été rejoint par Elon Musk, Larry Page et tout ça, qui se sont dit comment ça se fait qu'il y a 1000 ans pour changer le monde, il fallait être un roi. Il y a 100 ans, il fallait être Rockefeller, donc le pouvoir, l'argent. Aujourd'hui, a priori, tout le monde pourrait le faire, parce que les défis de la société sont finalement publics. On connaît les problèmes que l'on a à adresser. Et les technologies, qui sont une partie de ces solutions, sont en général plus accessibles, démocratisées, et peuvent être employées par, finalement, des collectifs. Et du coup, il s'est intéressé à la manière dont on pouvait recentrer l'innovation vers des grands défis, en créant des sortes de grandes compétitions qui vont accélérer l'innovation de rupture. Alors, ça a commencé avec, il y a plus de 20 ans maintenant, le défi de lancer un engin qui pourrait faire 2 vols suborbitaux simultanés avec 3 personnes embarquées, parce qu'ils se rendaient compte qu'on ne pouvait plus aller sur la Lune à l'époque. Ça a donné naissance à Virgin Galactic. Elon Musk était un participant qui a rejoint la fondation par la suite. Et depuis, il y a eu plein de projets extraordinaires, notamment de cartographier le fond des océans, ou plus récemment, de travailler des projets d'impact d'intelligence artificielle qui pourraient positivement impacter 1 milliard de personnes d'ici 2020. Et le propos de cette fondation est toujours de trouver finalement la prochaine frontière, making the impossible possible. Il y a une vraie inspiration de Star Trek derrière aussi, qui est d'ailleurs un des partenaires directs, puisque vous avez le tricorder de Star Trek qui a été réalisé grâce aux équipes d'X-Prize l'an passé. Donc c'est un device qui permet d'identifier des signaux vitaux sans toucher une personne à l'aide d'un tout simple smartphone désormais. Ça a été une sorte de vision de dire comment est-ce qu'on peut aller chercher justement beaucoup plus loin des nouveaux projets. Et il y a 10 jours, on a annoncé le tout nouveau projet que je vous laisse découvrir maintenant, qui vise à penser une nouvelle collaboration des humains et des machines autour du fantasme de l'avatar. Et vous allez sentir un peu le don d'ubiquité revenir.
Donc le propos de ce projet, c'est vraiment de penser une nouvelle collaboration, encore une fois, avec la machine et de s'interroger sur la manière dont on pourrait tout simplement se délester d'un certain nombre de fonctions qui sont dangereuses pour l'humain, parfois aussi inaccessibles à l'humain, pour savoir comment on va véritablement augmenter notre activité. Ça, c'est des exemples de la Fondation Express que je trouve assez fascinants. Si certains d'entre vous sont intéressés par cette question robotique, n'hésitez pas derrière à venir m'en parler. Et en quelques mots, je voulais finir sur une ou deux pistes que l'on travaille actuellement. Alors, je développe en fait un studio d'innovation de rupture qui s'appelle Anima, où on travaille un sujet qui pourrait peut-être vous intéresser, parmi d'autres, qui est l'idée de construire une université de X-Men, où on se demande comment est-ce qu'on pourrait justement penser le futur de l'éducation autour de vraies missions à résoudre, de l'antidisciplinarité et du transgénérationnel. Donc, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, je serais aussi très heureux d'en parler. Et je pense, pour finir sur un mot très simple, qu'il faudrait s'interroger plus souvent à cette question de savoir ce qu'il y aurait après le futur, si on y vit déjà, pour éviter d'être toujours obsédé dans cette manière linéaire de penser les choses, d'accélérer un peu bêtement. Pourquoi ? Parce que pour revenir à l'art, pour le coup, il y a un courant artistique qui s'est déjà pris au piège de cette idée. C'était le futurisme italien, il y a plus d'un siècle, qui en fait, à beaucoup d'égards, disait, prédisait, anticipait dans son manifeste de Marinetti notamment, pas mal d'éléments de langage que l'on a aujourd'hui dans la technologie. À savoir aller toujours plus vite, accélérer presque aveuglément, brûler le futur. Et évidemment, malheureusement, ça convergeait à l'idée du surhomme et au l'eugénisme ignoble de l'époque qui a suivi. Ce que je trouve intéressant, c'est que quelques années plus tard, à l'inverse de cette vision simplement linéaire et déterminée, il y a un autre courant artistique, littéraire, celui-ci, qui s'appelle le réalisme magique, porté en Amérique latine par des Garcia Marquez, Borges, etc., qui ont pu dire qu'en fait, la meilleure manière de penser de nouveaux mondes, c'était pas de chercher à accélérer toujours tout droit dans le futur, mais de regarder autour de nous ce qui pouvait relever de la magie pour essayer justement de les développer pour transformer efficacement notre premier monde. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bon, Merci. Marinetti, 1909, ça a donné lieu à 2-3 trucs pas trop cool, alors qu'effectivement, le réalisme magique, c'était beaucoup plus sympa, et je crois que c'est quand même hyper bien à un moment où aussi la technologie est un peu remise en cause, de réinsuffler des imaginaires positifs pour le futur. Merci vraiment, Alexandre, et effectivement, si jamais tu restes 5 minutes après, on peut venir discuter avec toi.